Bonjour Boris. Coucou Victor. Bon, aujourd'hui, je vais t'interroger sur ta deuxième spécialité, après la neurologie, les proutes. Et oui, quand on est médecin, on est aussi spécialiste des proutes. Enfin, certains plus que d'autres quand même. Non, plus sérieusement, c'est un sujet qui pourrit la vie de beaucoup de gens. Le sujet du jour porte donc sur flatulence et inconfort digestif. Ça te va? Ça me va. On a tous un jour ou l'autre plus ou moins souffert de ce type de symptômes, sans avoir forcément bien identifié les causes. Et ça n'est pas très étonnant vu le nombre de facteurs différents qui peuvent être impliqués dans ces symptômes. Il y a aussi un certain nombre de maladies plus organiques, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, dont fait partie la maladie de Crohn, ou alors par exemple comme la maladie de Hirschsprung, qui est une maladie neurologique du tube digestif. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui car c'est du domaine de la spécialité médicale. On va s'attaquer aujourd'hui aux causes qui peuvent tous nous guetter. Alors, tout d'abord, qu'appelle-t-on flatulence, ballonnement, inconfort digestif et les paies ou les gaz? Alors, ce qu'on appelle flatulence, dans le langage, on va dire un peu plus soutenu, c'est globalement la production de gaz par l'intestin. Ce qu'on appelle, ou ce qu'on entend par ballonnement, c'est une sensation de distension. Alors, il peut y avoir une distension qu'on peut voir d'ailleurs, à l'œil nu ou éventuellement par un scanner abdominal qui serait réalisé pour une autre raison. Et donc, on ressent une espèce de gêne avec une espèce de douleur plus ou moins spasmodique liée à cette sensation de distension. Et du coup, cette sensation, elle provoque un inconfort. Et c'est pour ça qu'on parle d'inconfort digestif aussi de façon plus générale. L'inconfort digestif pouvant aller aussi jusqu'à l'émission de diarrhée ou constipation, c'est un terme assez vague en fait. Et quant aux paies, les fameux proutes dont tu parlais tout à l'heure, eh bien les paies, c'est une émission de gaz par voie basse, c'est-à-dire par l'anus. Donc on émet ces gaz intestinaux de cette façon-là et on parle parfois simplement de gaz, mais le problème c'est que gaz, certes c'est un langage qui est plus soutenu, mais ça n'est pas clair parce qu'on ne différencie pas l'émission de la production par exemple. Et alors, est-ce que c'est normal de produire des gaz? Chez une vache, oui tout à fait, et chez les ruminants en général, et puis même chez les herbivores en général. Par contre, chez Homo sapiens, oui et non. En effet, chez les Homo sapiens que nous sommes, il y a une émission de gaz qui est obligatoire, j'ai envie de dire. Et donc cette émission, c'est notamment du gaz carbonique, du CO2, qui est produit lors de la fabrication de l'acide chlorhydrique, qui est nécessaire pour la digestion. C'est la cause essentielle, mais c'est très peu en réalité. Et en général, en fait, on surpète, on émet beaucoup trop de gaz, et ça c'est lié à des problèmes, alors on peut en reparler, c'est des problèmes alimentaires, c'est des problèmes du mode de vie, etc. Et donc globalement, cette surproduction, elle se voit dans des maladies inflammatoires chroniques dont tu as parlé, Crohn, rectocolite hémorragique, etc. Elle se voit aussi lors de la surconsommation de certains végétaux. Elle se voit dans la pullulation bactérienne du grêle, ce qu'on appelle aussi le SIBO en anglais, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment devrait se passer un cycle digestif normal? Alors, là, on va parler de la digestion basse, parce qu'on a parlé déjà suffisamment dans d'autres podcasts du reflux, du pyrosis et de l'hypochlorhydrie. Et je vous renvoie sur ces podcasts. Donc là, où on s'intéressait, on va dire, au tube digestif jusqu'à l'estomac. Là, on va partir de l'estomac. Au niveau de cette digestion, donc on va dire intestinale au sens large, eh bien, il ne devrait pas y avoir d'inconfort. C'est-à-dire qu'elle doit se passer de façon silencieuse. On ne devrait pas générer d'inconfort digestif, et notamment très peu de flatulence, très peu de gaz. On devrait émettre autour d'un demi-litre, voire moins d'un demi-litre de gaz par jour. Donc quand on dit péter c'est la santé, alors c'est vrai dans le sens où si jamais il y a un blocage, là ça peut devenir dangereux, mais non, surpéter c'est pas la santé. Et donc ces flatulences ont lieu généralement plutôt le matin au réveil, et donc quelques petits pets on va dire au réveil, et puis au moment de l'émission des selles bien entendu. Et pour terminer, au niveau des selles, mais c'est pas tellement le sujet aujourd'hui, eh bien chacun a un peu ses spécificités. Certains vont à la selle une fois tous les 2 jours, certains vont jusqu'à 2 fois par jour, ça c'est dans ce qui est convenu comme normal. Bien sûr, certains y vont plus souvent, moins souvent, mais ça c'est pas censé être si normal que ça, et ça peut être d'ailleurs franchement anormal. Et les selles en elles-mêmes sont des selles qui sont dites moulées, c'est-à-dire qui ne sont ni liquides ni trop dures, c'est pas des billes, et puis elles ne sont pas douloureuses au moment de les émettre, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui va favoriser les flatulences? En gros, les flatulences sont
exagérée, donc la production de gaz est exagérée lorsqu'il y a soit une pullulation microbienne d'une façon ou d'une autre dans l'intestin grêle, soit lorsqu'il y a un excès de fermentation, une fermentation qui est normale dans le côlon, mais qui devient excessive. Alors, grêle ou côlon, juste pour faire un petit rappel, donc on avait parlé de l'estomac donc dans les podcasts précédents. Là, après l'estomac, eh bien, il y a deux grandes parties de l'intestin qui sont donc l'intestin grêle, qui mesure environ 7 mètres, qui est très long, hein, alors qui comporte le duodénum, etc. Bon, on ne rentre pas dans le détail. Et il y a ce qu'on appelle le gros intestin, qui est le côlon, qui comprend différentes parties et qui, lui, est beaucoup plus court, environ 1,50 m, et dans lequel ont lieu normalement, effectivement, une certaine fermentation, mais limitée. Hein, il est très très court chez l'homme, comme chez la plupart des carnivores, carniflex en tous les cas. Hein. Et donc l'essentiel de la digestion, alors la digestion commence dans l'estomac, mais l'essentiel a lieu dans l'intestin grêle, dans le début du grêle, et l'absorption aussi. Hein, et donc cet intestin grêle a vraiment un rôle très très important dans l'absorption des vitamines, des minéraux, des macronutriments, etc. Le côlon a un rôle plus important dans l'absorption d'eau, par exemple, de certaines graisses, etc. Sans compter que le côlon sert aussi un peu de réservoir, et donc anatomiquement, ils sont très différents. Et en termes de flore, de bactéries, justement, c'est très intéressant parce que le fameux microbiote, hein, qui est très très à la mode, alors on parle du microbiote là, intestinal, parce qu'il y a d'autres microbiotes au niveau ORL, hein, eh bien, le microbiote est très différent, et donc dans le cadre de l'intestin grêle, eh bien, le microbiote est plus limité. Il y a moins de bactéries, ces bactéries sont un peu limitées en termes de prolifération par l'acidité de l'estomac, qui diminue au fur et à mesure du tube digestif, hein, pour devenir plus du tout acide dans le côlon. Ces bactéries sont aussi limitées par la motricité, qui est très importante dans l'intestin grêle. On parle de motilité intestinale. Et puis enfin, ces bactéries aussi sont limitées parce qu'elles ne peuvent pas remonter facilement du côlon, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais aussi parce qu'il y a une espèce de sphincter, une espèce de petite valve, si vous voulez, qu'on appelle la valvule iléocécale dans le jargon. En gros, c'est la zone de jonction entre l'intestin grêle et le côlon, et qui empêche en gros ces bactéries du côlon de remonter massivement, normalement en tout cas, dans l'intestin grêle. Et ça explique pourquoi la fermentation, peu de fermentation qu'on est censé avoir, a lieu essentiellement dans le côlon, dans le gros intestin. Et d'ailleurs, ce côlon est fait pour être distendu, alors beaucoup moins que chez les animaux végétariens et notamment les herbivores ruminants, mais il peut se distendre quand même pour permettre la réalisation de ces fermentations. Et d'ailleurs, dans l'évolution des espèces, les australopithèques, qui étaient beaucoup plus omnivores et végétariens que nous, eh bien, avaient un côlon beaucoup plus gros, plus long, plus extensible. Pour revenir à nos deux causes, eh bien, soit on a une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, ce qu'on appelle le SIBO en anglais, et donc c'est ces bactéries qui ont proliféré, donc qui vont produire de la fermentation dans l'intestin grêle, alors que normalement ça ne devrait pas être le cas. Et la deuxième grande famille de causes, donc on a dit que c'était l'excès de fermentation dans le côlon. Et là, dans ce cas-là, c'est pas lié à proprement parler une pullulation bactérienne, c'est lié donc à des apports alimentaires très très riches en végétaux, notamment en fibres, très riches en glucides. Donc en gros, c'est une origine alimentaire. Il y a aussi des maladies. Tu as parlé de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il y a les anomalies développementales dont tu as parlé, maladies de Hirschsprung, etc. Et puis il y a bien sûr les interventions chirurgicales, hein, qui peuvent parfois participer à ça. Et il ne faut pas oublier des modifications importantes du microbiote, comme par exemple la consommation massive de laitage, pour laquelle nous ne sommes pas faits généralement, et la prise d'antibiotiques, hein, qui va complètement chambouler nos bactéries, notre flore. Ok, et qu'est-ce qui peut donner des inconforts digestifs en pratique ? Au niveau alimentaire, on va dire la surconsommation de végétaux, c'est-à-dire en jouant un peu au ruminant en quelque sorte. Donc ça c'est en général, mais tous les végétaux n'y participent pas du tout à la même hauteur, bien évidemment. Donc notamment certains végétaux dont le pouvoir de fermentation est important, hein, comme la famille des choux. Hein, ça n'a échappé à personne qu'après des brocolis, des choux de Bruxelles, etc., bien évidemment, on est plus susceptible d'émettre des gaz. Il y a plus spécifiquement le problème des lectines. Et les lectines, donc, ce sont des protéines particulières que produisent les végétaux. C'est l'espèce d'anticorps en fait qu'ils font et qui ont un rôle justement de défense et qui donc provoquent une irritation au niveau intestinal et vont participer directement à avoir un inconfort digestif. Rappelons que les lectines sont surtout présentes dans la peau d'un certain nombre de fruits et surtout dans les graines. Hein.
Alors, il y a la consommation de fibres. On veut nous en faire manger de plus en plus. On n'a juste pas compris visiblement qu'on n'était pas des ruminants et que donc, en fait, on n'est pas équipé pour ça. Alors, on essaye de démontrer tout un tas de bénéfices sur les fibres. Alors, dans notre formation, que je vous invite à suivre si ça vous intéresse, hein, qu'on vous propose sur notre site, eh bien, on va détailler justement certains avantages, mais aussi tout un tas d'effets secondaires des fibres qui sont souvent passés sous silence. Et ces fibres, c'est la mode des végétaux complets. Alors les végétaux complets, c'est les céréales complètes, les légumineuses complètes, qui sont en plus, d'un point de vue botanique, des graines, et qui donc, le fait de les manger complets, c'est-à-dire avec leur petite peau autour, nous fait manger des lectines dont on vient de parler, parce qu'en fait, elles sont vraiment logées principalement à cet endroit-là. Il y a l'aspect glucides, sucre au sens large, amidon, glucides complets, glucides simples, amidon. Donc effectivement, dans les céréales et les légumineuses, les pommes de terre également, c'est extrêmement riche du coup en sucre. En parlant de sucre, il y a le sucre raffiné, le sucre de table, consommé dans différents gâteaux ou autres. Et puis il y a le miel, qui est très à la mode et qu'on consomme parfois en grande quantité. Concernant les végétaux, il y a certaines particularités liées à l'aspect pimenté, capsaïcine, etc. Donc certaines molécules qui vont conférer le goût piquant, poivré, chaud, brûlant. Ces différentes épices, notamment pimentées, vont participer à irriter l'intestin chez des gens qui n'y sont pas habitués. Bien entendu, il y a la cuisson insuffisante, c'est-à-dire des végétaux consommés sous forme de crudités, de salades. Alors certains les digèrent extrêmement bien, d'autres pas du tout, et notamment si on a un syndrome de l'intestin irritable, mais bon, c'est peut-être pas tout à fait le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire un intestin un peu réactif et pas du tout compliant face notamment aux végétaux. Là, à ce moment-là, ça va être assez net avec, par exemple, des diarrhées et des émissions de gaz importantes. Il y a bien sûr les produits laitiers, et donc je vous renvoie sur un podcast que nous avions fait sur le fait que nous devons ou non consommer du lait. Et effectivement, même s'il y a eu certaines mutations génétiques qui permettent à certains de tolérer le lactose, c'est pas pour autant qu'on est fait pour digérer le lait en général. En revanche, bien sûr, les produits laitiers plaisent beaucoup aux micro-organismes qui vont s'en nourrir et donc participer du coup à cet inconfort digestif. Il faut bien sûr signaler la prise de médicaments. Alors ça peut être des ralentisseurs du transit, alors pris volontairement parce qu'on a une diarrhée ou pris parce que, par exemple, on prend de la codéine parce qu'on a mal à la tête ou du tramadol. Bon, ça va ralentir par l'effet ce qu'on appelle opiacé, c'est-à-dire morphinique faible, ça va ralentir le transit et donc ça va favoriser la fermentation normale, mais ça va l'augmenter, celle qui a lieu dans le côlon. Et il y a les inhibiteurs de la pompe à protons, ces médicaments entre guillemets anti-acides au sens large, qui vont diminuer l'acidité. Et là, je vous renvoie sur un podcast qu'on a fait sur le pyrosis. Ces médicaments, en fait, du coup, vont permettre aux bactéries de l'intestin grêle de se surmultiplier et donc participer à faire une prolifération bactérienne dans le grêle, un SIBO. Le stress est un gros pourvoyeur d'inconfort digestif. Et il peut lui-même d'ailleurs participer à créer ou à majorer des diarrhées, des douleurs abdominales spasmodiques, des distensions. Il y a la sédentarité aussi, parce que être actif, debout, marcher, ça aide au bon fonctionnement de l'intestin et donc à sa bonne motilité, comme on dit. Et enfin, le surpoids, le reflux, et je vous renvoie encore sur le podcast qu'on a fait concernant le reflux, le pyrosis. Alors bien sûr, on pourrait citer encore plein d'autres choses, mais le but c'est pas forcément d'être exhaustif, mais c'est ce qui me semble être le plus fréquent dans la pratique. Tu nous as parlé du SIBO ou syndrome de pullulation microbienne, est-ce que tu peux développer un petit peu ? Alors on l'appelait autrefois la pullulation microbienne du grêle, et puis microbe c'est un peu large, c'est pas viral, c'est pas un parasite, c'est une bactérie. Donc on l'appelle aujourd'hui syndrome de pullulation bactérienne du grêle, et donc on a vu tout à l'heure, je reviens pas, que l'intestin grêle en fait contient une flore limitée par rapport au côlon par différents mécanismes. Et donc normalement dans cet intestin grêle, on a très peu de fermentation. Et donc pour rappel, les trois mécanismes qui font qu'on a une flore limitée dans le grêle par rapport au côlon, c'est l'acidité de l'estomac parce que le grêle fait suite à l'estomac et cette acidité va diminuer tout doucement au fur et à mesure du tube digestif. Mais elle est encore relativement présente et suffisamment pour gêner la multiplication des bactéries dans le grêle.
Deuxièmement, il y a la motricité qui est très importante dans le grêle. Hein. C'est incroyable, on dirait un serpent, cet intestin grêle, quand il se contracte. On peut même des fois le voir sur le ventre des malades. Troisièmement, il y a cette protection avec la petite valvule hein, qui permet de séparer un peu le grêle du côlon, et elle s'ouvre lorsque bien, les selles en fait, hein, qui sont en préparation vont passer dans le côlon, et sinon elles se ferment relativement. Et donc ce syndrome de pullulation bactérienne du grêle, c'est un syndrome qui n'est pas extrêmement fréquent, mais qui est probablement sous-diagnostiqué quand même, et qui est un gros pourvoyeur d'inconfort digestif, déjà par une augmentation de la production de gaz, à cause de cette prolifération, puisque les bactéries vont fermenter l'alimentation. Deuxièmement, tout ce qu'elles fermentent, on ne l'absorbe pas. Et c'est le cas, par exemple, de la vitamine B12. Alors, certaines bactéries peuvent produire de petites quantités de B12, mais il faut bien savoir que la plupart la mangent. Et cela entraîne des libérations de certaines molécules irritantes, irritatives, qui vont, derrière, in fine, généralement provoquer une diarrhée. Donc, du coup, il y a souvent une malabsorption d'un certain nombre de vitamines, éventuellement du fer, et donc les gens vont se retrouver parfois anémiés, fatigués, voilà, c'est vraiment cette sensation d'avoir une fatigue inexpliquée. Eh bien, ça peut aussi être une pullulation bactérienne du grêle. Les causes de cette pullulation bactérienne du grêle, du coup, eh bien, c'est les causes qui vont jouer sur les trois mécanismes qui l'empêchent normalement, c'est-à-dire sur l'acidité, tout ce qui va diminuer l'acidité, et donc je vous renvoie sur un podcast qu'on a fait sur l'hypochloridrie, cette diminution de l'acidité de l'estomac. Et donc ça comprend notamment des médicaments très à la mode, les médicaments antiacides, et on explique pourquoi dans la majorité des cas, ça n'est pas la solution. Deuxièmement, une surconsommation d'aliments qui vont favoriser cette multiplication bactérienne, mais de façon anormale dans l'intestin grêle, donc notamment la surconsommation de fibres et la surconsommation de glucides. Alors on entend par glucides des sucres qui ne sont pas des fibres, mais bon, d'un point de vue chimique, les deux sont très proches, si ce n'est que les fibres ne sont pas absorbables directement, contrairement aux sucres. Mais là, les sucres, en l'occurrence, donc de l'amidon, des sucres rapides, vont favoriser la croissance des bactéries qui les adorent. Et bien entendu, il y a des maladies dont tu as parlé au départ, mais qui ne font pas l'objet du podcast. Alors avec tout ça, quels conseils généraux peux-tu nous donner niveau hygiène de vie et alimentation pour diminuer les flatulences et les inconforts digestifs? Qu'est-ce qu'on peut faire en pratique? En pratique, il faut appliquer la méthode Sequoia Santé. Mais bon, pour la résumer un peu, on va dire, déjà, il faut pratiquer, si possible, un jeûne intermittent. Alors ça peut être manger qu'une seule fois par jour certains jours, 2 fois les autres jours, mais enfin, sûrement pas faire 3, 4 ou 5 repas par jour. Non, il faut mettre au repos un petit peu notre système digestif. Alors attention, on ne dit pas que le système digestif, il est au repos quand on dort, hein, et au contraire, il a besoin qu'on se repose pour fonctionner. Mais si on espace suffisamment les repas, on va générer malgré tout un certain repos qui est important. Deuxièmement, éviter de manger trop de fibres. Hein. Donc, il y a une publicité tout à fait infondée sur les fibres, et donc qui parle là aussi d'une mauvaise science, hein, d'une observation sur les Maasai, par Burkitt. Enfin, bref, les fibres, doucement sur les fibres, nous ne sommes pas des ruminants. Dans la pratique, les fibres, ça veut dire faire attention, donc ne pas manger de céréales complètes, comme on l'a dit, hein, parce que déjà, en plus, il y a la toxicité des céréales, et en plus, il y a la toxicité liée à l'excès de fibres irritantes. Hein. Deuxièmement, cela veut dire aussi doucement sur certains légumes à feuilles vertes, notamment la famille des choux, mais surtout plus encore la famille de tout ce qui va être épinards, oseille, les blettes, alors les côtes très bien, mais les feuilles de blettes non. Et donc, en plus, ça contient d'ailleurs de l'acide oxalique, mais c'est autre chose. Et je vous renvoie sur un podcast qu'on a fait sur le sel d'oseille et l'acide oxalique, parce que en ce sens, c'est déjà dangereux. Plus particulièrement pour les gens qui ont un syndrome de l'intestin irritable, qui ont donc déjà des problèmes de digestion, on va dire, à la base, eh bien, éviter les crudités et certaines salades qui peuvent majorer les choses. Il faut, et on le répète toujours, lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire surtout en pratique marcher. Alors on peut faire plein d'autres choses, hein, mais déjà être debout et marcher, déambuler, prendre des escaliers, voilà, ça aide considérablement à normaliser le transit. Néanmoins, attention, pas de sport après le repas. C'est-à-dire que
la marche digestive, oui, alors si elle intervient en décalé par rapport au repas et qu'on y va très calmement, oui, pourquoi pas, hein, c'est juste de la lutte contre la sédentarité, mais pas d'activité physique intense après avoir mangé, hein, puisqu'il y a des problèmes de répartition du flux sanguin d'ailleurs, et ça majore les troubles de la digestion, puisque la digestion est mise en attente le temps de l'effort physique. Hein. On ne peut pas avoir et du sang dans les muscles et du sang dans les muscles de l'intestin pour digérer. Et d'ailleurs, cela pose problème chez les sportifs de relativement haut niveau, hein, comme des marathoniens qui connaissent très bien des problèmes de diarrhée, parfois même de saignement d'ailleurs, lors des efforts prolongés. Hein. Donc, sport et digestion, ça fait mauvais ménage. Il faut penser à éviter le stress autant que possible, c'est pas facile, mais il y a des méthodes pour ça, relaxation, méditation. Et puis, il y a le sommeil qui d'ailleurs aide à gérer le stress. Et le sommeil, c'est très très important. On a coutume de dire qu'on dort avec son côlon. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais globalement, autant l'intestin grêle va digérer, absorber pendant les phases de repos et de sommeil par exemple, autant le côlon est plutôt calme. Hein. La motilité est faible si on l'enregistre. Et d'ailleurs, c'est plutôt vers 5 heures du matin, 5-6 heures, qu'il se remet en marche. Et d'ailleurs, il n'est pas rare qu'on aille à la selle le matin, du moins dans la matinée. Et enfin, il faut limiter l'inflammation de l'intestin grêle et du côlon. Il y a parfois des inflammations microscopiques qui ne se voient pas du tout dans la prise de sang, qui ne se voient que sur des biopsies. Et en fait, ce genre de petites colites, comme on pourrait les appeler par abus de langage, eh bien, elles sont liées à un excès d'oméga 6, bien entendu, et d'huile végétale en général. Et je vous renvoie sur une vidéo que j'ai faite sur les huiles végétales, et sur un podcast qu'on a fait aussi sur les huiles végétales, donc sur la toxicité de la plupart d'entre elles, en lien entre autres avec des problèmes inflammatoires. Deuxièmement, il faut stimuler le nerf vague. Alors le nerf vague, il a beaucoup de succès ces derniers temps, mais pas sans raison. Et le nerf vague, alors c'est un nerf compliqué, mais qui, dans ses actions, peut permettre d'aider à cicatriser. Ça a été très bien montré d'ailleurs dans la maladie de Crohn. Et ce nerf vague, on peut le stimuler par le sommeil, bien sûr, par la méditation, la relaxation, etc. Et enfin, concernant les produits laitiers, eh bien, les produits laitiers sont à consommer avec modération, bien sûr. Si possible, privilégier les produits laitiers qui sont affinés et fermentés, ce qui permet de diminuer notamment la concentration de lactose, par exemple. Et si possible, plus de chèvres et de brebis que de vaches pour des raisons de type de caséine. Voilà ce qui me semble être les conseils les plus accessibles et probablement les plus efficaces pour avoir un meilleur confort digestif. Merci pour ces éclaircissements, Boris. Donc, comme on l'a vu, PT n'est pas une caractéristique évidente chez Homo sapiens. C'est plutôt quelque chose que l'on voit chez les herbivores et notamment les ruminants. C'est certain que si on se met à devenir herbivore, on va s'exposer à des flatulences, ce qui n'est pas, vous en conviendrez, un des traits les plus souhaitables pour soi et pour les autres. Comme d'habitude, la plus grande part de responsabilité dans ce type de problème vient de notre environnement et de notre hygiène de vie. Et si l'on suit les recommandations habituelles de Sequoia Santé, eh bien on retrouve un confort digestif et accessoirement, on réduit l'émission de gaz à effet de serre qui produisent des sons et des odeurs. Boris, merci beaucoup. Merci Victor. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour rester informé de la publication de nouvelles vidéos. Venez nous rendre visite sur notre site sequoiasanté.com. Vous pourrez y voir nos offres et surtout vous abonner à nos emails secrets de Sequoia Santé où nous développons différents sujets, des fois un peu trop complexes pour être abordés sur des vidéos YouTube, et pourtant que nous pensons très importants. Merci beaucoup pour votre écoute, on vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast, et en attendant, prenez soin de vous surtout. À bientôt, prenez soin de vous.